Pour un vigile, le samedi est souvent le pire jour de la semaine. Vous préparez vos tickets, s'il vous plaît. Mesdames, bonsoir. Laurent Grevaux est agent de sécurité. Ce soir, il doit encadrer une soirée privée de 700 personnes à Oyonnax dans l'Ain. Une fête qui commence dans le calme. Vous avez pas de ticket? Je suis désolé, je vais être obligé de vous mettre dehors. Désolé. Pourtant, comme souvent dans ces petits bals populaires, l'ambiance peut facilement dégénérer. En face de lui, de sages adolescents venus s'amuser entre copains. Et pourtant, Laurent doit déjà intervenir à la porte. Bon, on n'a pas le temps ce soir. À l'origine de l'incident, ce jeune homme au bonnet. Il a essayé de rentrer sans ticket. C'est bon. Je t'ai demandé de sortir de la porte. C'est juste devant. Il y a tout le monde qui veut rentrer. Je t'ai demandé de sortir gentiment. La méthode de Laurent pour apaiser les tensions, Jeune homme. parler tranquillement. Mais oui, il vous l'a dit, Jimmy. Mais il m'a dit quoi? Il m'a rien dit. Malgré les insultes, le vigile conserve tout son calme. Vous enlevez vos blousons. L'objectif, c'est qu'on s'énerve pas. Ça finisse pas mal. De temps en temps, ça arrive. Malheureusement, de plus en plus. C'est un phénomène de société. Les gens aiment bien la chamaille. À l'étage, il n'y a pas encore trop de chamaille. Même si l'alcool coule à flot, l'atmosphère reste bon enfant. Mais dehors, les esprits commencent à s'échauffer. Laurent doit gérer des petites disputes entre fêtards et méchés. Stop. Faut vous mettre au Contrex. Contrex, ça détend. L'agent de sécurité tente de garder son humour. Il sait qu'il doit adoucir les esprits au plus vite pour que la situation ne s'envenime pas trop. Oh, c'est bon là. Mais cette fois, les mots ne vont pas suffire. Descends de la pression, descends en pression là. Qu'est-ce que tu fais là? Descends là, qu'est-ce que tu fais? Oh! Vous avez de la fièvre là tous, hein? Dans le hall, une bagarre éclate. Poussez-vous. Pour éviter des blessures, les vigiles sont obligés d'évacuer manu militari les fauteurs de troubles. Sortez! Reculez! Rentrez pas! On se rend compte que dans la réalité, il y a quand même une grande partie d'ingérable. C'est très dur de prévoir. Un samedi soir comme les autres dans une paisible ville française. Même ici, les agents de surveillance sont donc devenus indispensables. Face à l'explosion de l'insécurité, les vigiles s'installent partout. Dans les gares, les aéroports, devant les grandes entreprises, les vigiles sont 165 000 en France. Plus nombreux que les policiers, ils sont aujourd'hui la première force de sécurité. Certains sont les gardiens de notre quotidien, véritables milices privées, payées par des commerçants ou des municipalités. Ils remplacent les forces de l'ordre pour lutter contre la délinquance dans les quartiers chauds. Partout, ils se retrouvent face aux voleurs à la place des policiers. Mais les vigiles, eux, n'ont pas le droit d'être armés. Alors, sous la pression, quelques-uns basculent à leur tour dans la violence. Les gens qui agressent, moi je rigole pas, je me casse la tête, d'accord? Car le monde des vigiles a également sa face cachée. Des sans-papiers sans la moindre formation exploités des mois entiers. Ou des policiers qui acceptent de travailler clandestinement comme garde du corps. Mais vigile, pour certains, cela peut être également un métier de rêve, comme pour ces portiers de boîte de nuit. Aux États-Unis, on s'arrache ces petits Français aux gros muscles pour tenir l'entrée des clubs à la mode. Moi je peux pas rentrer, moi ça. Ça rentre pas, ça, moi je peux pas rentrer. Qu'ils protègent des personnalités, des supermarchés ou des HLM, les vigiles sont en train de s'imposer en France. Alors même que les effectifs de police diminuent, ils deviennent un rouage essentiel de la sécurité. Pourtant, de ces hommes et de leurs méthodes, on ne sait rien, plongés dans les secrets de cette nouvelle armée privée. Quand les vigiles s'installent sur un nouveau territoire, c'est souvent à la suite de graves agressions. Dans le centre de Toulouse, entre le Capitole et la gare, la rue Bayard, une des artères les plus fréquentées de la ville. Une rue aujourd'hui à la dérive. En quelques années ici,
les violences se sont multipliées. La forme? Ça va ou quoi? La forme? Tout va bien? Bien, ouais. Impeccable? Daniel Billard, le président des commerçants, a été victime de cette insécurité quotidienne. Il y a 3 ans, il a bien failli mourir sur ce trottoir. Il y a un gars qui m'a passé le bras à travers la grille et qui m'a donné un coup de cutter et qui m'a ouvert de l'oreille au menton. Daniel est défiguré. Il mettra plusieurs semaines à se remettre de ce coup de cutter. Cette agression est la première d'une longue série. Depuis, le climat n'a cessé d'empirer. Au milieu de la rue, cette place est ainsi devenue un point de ralliement de marginaux et de petits dealers. Chaque fois qu'il y a un attroupement comme ça, c'est les chiens, c'est les boissons, c'est les bouteilles de pif au milieu. Et puis, ils vont dans les commerces, ils achètent de l'alcool, ils se foutent cartable. Et puis après, c'est des bagarres à n'en plus finir. Et ça fait chier tout le monde et ça emmerde tout le monde. La nuit, la petite place arborée se transforme en véritable coupe-gorge. Tous les soirs ou presque, la situation dérape. Comme sur cette vidéo filmée par un voisin. En pleine rue, une bagarre d'une violence rare. Un des assaillants va même chercher un couteau de boucher. La rixe dure de longues minutes devant des habitants médusés. Rue Bayard, régler ses comptes à coups de couteau serait donc devenu courant. Une situation insupportable pour les riverains. Aujourd'hui, ils ont décidé de répliquer. Et justement ce soir, l'association des habitants et des commerçants du quartier tient son assemblée générale. Une réunion très attendue. Avec toutes ces agressions, les commerçants sont à bout. Ils se sentent totalement abandonnés par les forces de l'ordre. Vous l'appelez à 2 h du matin parce qu'il y a des bagarres à coups de bouteilles, les gens sont en train de se scratcher au milieu de la rue. Moi j'appelle, la police me dit on va venir, tenez-vous bien. La police arrive sur la file de gauche à 20 à l'heure. Elle passe, ça commence à se calmer, elle ne s'arrête pas, elle continue. Faut dire ça enfin, écoutez, franchement, c'est pas grave. Alors le patron des petits commerçants de la rue croit avoir trouvé la solution, faire la police lui-même. On a besoin de gens qui soient sur le trottoir. Il faut qu'il y ait absolument des gens qui soient sur le trottoir et qui puissent répondre au moindre appel d'une personne qui est dans la rue. Voilà. Merci de votre attention. Prochaine réunion au mois de Ces septembre. vigiles pour remplacer des policiers jugés absents, les commerçants sont même prêts à les payer. Quelques jours plus tard, la milice privée des riverains de la rue Bayard fait sa première patrouille test contre l'avis de la mairie. On va partir par là. Normalement, en effet, le trottoir est le domaine réservé de la police. Les vigiles n'ont pas le droit d'intervenir sur l'espace public. Mais Daniel a trouvé une astuce. Ses gros bras sont là pour sécuriser les magasins. Il ne marche dans la rue que pour aller d'une boutique à une autre. Eric, c'est le coiffeur. STM, c'est ceux qui font les clés. Donc après, Eric, c'est le suivant, là. C'est le coiffeur. Après, vous allez à Bonan. Vous avez les assureurs, là. Vous les regardez, vous les avez l'assureur qui est un peu plus loin, là. Leur mission, c'est justement de sécuriser, de prendre tout ce qui est inquiet de la part des commerçants, voilà. Tout ce qui est les commerçants qui s'inquiètent, et bien, ils en font part de ça et ils sécurisent en même temps. On va aller à Dans les commerces, ces anges gardiens sont accueillis à bras ouverts. Bonsoir, on est là quoi. Donc voilà, moi je me présente, donc c'est Florian, Omar. Donc je vous laisse notre numéro de téléphone. Hein. Donc en cas de souci, vous n'hésitez pas, on est là jusqu'à 21 h. Surtout que nous, on reste dans la rue Bayard, quoi. Donc ça veut dire que vous nous appelez, dans les 2 minutes, on est là. Donc n'hésitez pas. C'est dommage d'en arriver là parce que c'est le boulot de la mairie, mais comme la mairie ne fait rien. Merci. Bonne continuation. Merci, monsieur. À bientôt. Et même les commerçants les mieux préparés sont soulagés de voir débarquer les agents de sécurité. Comme à la supérette du coin. Ici, le patron a investi des dizaines de milliers d'euros pour sécuriser sa boutique. Il y a des caméras partout, des moyens dignes d'une banque, et pourtant même ça ne suffit plus. En fait, c'est beaucoup pour la sécurité, parce que bon, la sécurité, c'est super important. Voilà. Quand vous avez une fille qui se fait agresser, pendant une semaine et demie, bon, elle ne veut plus aller en caisse, elle a peur. On a peur de travailler ici. Il y a beaucoup, la rue Bayard, oui. Dans la rue Bayard, oui. Bon, ben, espérons qu'on puisse vous venir en aide, là, parce qu'après tout ce que vous nous dites, là,
Il y a vraiment beaucoup de problèmes là. Moi, c'est pour vous, c'est pour vous, je me fais... À très bientôt, monsieur. Les vigiles de la rue Bayard ne patrouilleront pas la nuit. Ils ne seront pas armés. Mais leur seule présence et un peu de diplomatie semble suffire à calmer l'ambiance. Ce soir-là, dans la rue, il n'y aura aucun incident à déplorer. Du coup, le président des commerçants est persuadé d'avoir trouvé la meilleure parade contre l'insécurité, un dispositif qui lui coûtera quand même 400 € par jour. Je pense que plus on ira, plus on aura besoin de ces garçons. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle incivilité que maintenant, même dans les immeubles, même les gérants d'immeubles seront obligés un jour ou l'autre de prendre des garçons pour garder les immeubles. Aujourd'hui, on demande donc aux vigiles d'assurer la sécurité de tout un quartier. Mais maintenir l'ordre est un métier difficile, un travail pour lequel ces surveillants privés ne sont pas vraiment préparés. À Lyon, dans des zones encore plus dangereuses, des vigiles prennent toutes les nuits la place des policiers. Comme ces 3 hommes en uniforme rouge qui patrouillent dans un quartier HLM, une zone sensible. Officiellement, ils sont là pour se montrer et rassurer les habitants. Mais parfois, cette mission peut devenir périlleuse, comme à l'approche de cette tour. Des combats nombreux. Ils sont au moins 15. Un groupe de jeunes squatte le hall. Et même à distance, les vigiles voient bien qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils appellent tout de suite du renfort, d'autres agents de sécurité. La mission de ces hommes est de maintenir l'ordre dans cet immeuble. Mais contrairement aux policiers, les vigiles n'ont pas le droit d'être armés. Ils n'ont aucune protection et ils doivent pourtant faire respecter le règlement de l'office HLM. Monsieur, s'il vous plaît, vous occupez les rôles là. Vous pouvez mettre à l'extérieur. Les vigiles n'ont le droit ni d'interpeller, ni même de toucher les jeunes excités, peu sensibles à leur rappel à l'ordre. C'est même le monde à l'envers. Pour un des squatteurs, ce sont les vigiles et le responsable des HLM venus prêter main forte qui n'ont rien à faire dans son immeuble. Je savoir-vous pourquoi vous squattez les halls là? Pourquoi vous sortez pas là? Je vous explique parce que je suis directeur à la Si ma mère elle descend, elle fait comment? Elle a peur de vous, non? Je pense qu'elle a peur de vous. Pourquoi vous faites peur au quartier? Ah, c'est nous on fait peur le quartier? Ah ouais, ok. Je pense que c'est vos têtes qui font peur le quartier. Parce que tous ceux qui sont locataires d'ici, ils ont la même tête que moi. Je pense pas qu'ils auraient peur de moi. À force d'occuper la place, en silence, les vigiles vont finir par obtenir gain de cause, sans le moindre geste. Restez là, vous allez voir. Ouais, tu as perdu une jambe. Ouais, mais il y a une porte. Viens là, nique là. Mais dans cette tournée, le flegme ne sera plus suffisant. Car maintenant, à l'extérieur, les vigiles sont attendus. Dans la tour suivante, ce ne sont plus des insultes qui les menacent, mais des jets de pierre. La situation est explosive. Alors le responsable préfère appeler les pros du maintien de l'ordre. Là, il y a agression, donc on appelle la police et demain j'irai déposer plainte. Les vigiles ont atteint leur limite de compétence. 5 minutes plus tard, des policiers, en lourde tenue d'intervention, protègent le repli des agents de sécurité. Ceux-ci doivent quitter les lieux sous escorte pour éviter d'autres projectiles, comme ce caillou. C'est tous les soirs comme ça? Ah ben, la plupart, souvent. Souvent, au moins, on rencontre ça une fois par semaine. Hein. Minimum une fois par semaine. C'est la routine, on va dire. C'est la routine. Les vigiles remplacent de plus en plus souvent les forces de l'ordre dans des situations périlleuses. Du coup, sous la pression, certains finissent par perdre pied. Ils se prennent pour des justiciers, sans foi ni loi. Dans les gares parisiennes, la SNCF délègue elle aussi sa sécurité à des entreprises privées.
Légalement, ces agents peuvent patrouiller et assurer une présence, mais ils ne peuvent interpeller personne. Pourtant, certains prennent leur métier très à cœur. Au buffet de la gare, un des vigiles a ainsi décidé de faire la chasse à un SDF venu s'offrir un café. C'est pas un endroit où se cacher. Interdit pour moi acheter ici. Non, pas acheter, mais rester. Moi, c'est interdit d'être ici. Moi. Pour moi? Oui, moi. Interdit pour toi, les autres, tous les autres. Et pour se faire bien comprendre, ce vigile n'hésite pas à menacer. Moi, c'est interdit d'être ici, c'est tout. Pourquoi? Parce que je veux pas, parce que tu vends des journaux, parce que tu casses les couilles. Faut que je te le dise comment. Tous les garder, moi. Je te l'explique comment. Maman, laisse tranquille, monsieur, s'il vous plaît. Non, sinon, en dehors du bonnet, je vais t'arracher la moustache aussi, d'accord? Pour le pousser plus vite vers la sortie, le surveillant retire la boisson que l'homme avait pourtant payée. Et avec ses deux collègues, il va l'escorter jusqu'à l'extérieur. Ce simple geste, expulser quelqu'un d'une gare, est totalement illégal. Mais pour répondre à ce qu'il croit être sa mission, ce vigile-là n'hésite pas à franchir toutes les limites. Vous voyez quoi? Tous les jours, vous avez affaire à des junkies, des mendiants. Ils sont poussés par le manque. Ils rentrent, c'est des vraies machines à mendier. C'est pour ça que j'ai un casse-tête avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça pèse 285 grammes. Et avec les gens qui agressent, moi je rigole pas, je me casse la tête, d'accord? Si vous allez entre quatre poches, ils vont y aller. C'est légal ça? Non, mais je m'en fous, je m'en bats les couilles. La police, les gens, je m'en fous de tout, moi. C'est simple. On me paye pour faire un travail, monsieur, je le fais. C'est tout. Ouais, mais je comprends. Ouvrez les yeux. Paris 2011, il vaut mieux être armé, je vous le dis. Hein. La SNCF rejette toute responsabilité dans ce cas. Elle indique ne pas être l'employeur de cet homme et ne pas donner ce type de consigne. Pourtant, il y a bien, en pleine gare, un vigile armé et plutôt violent. Il faut dire que la formation qu'il a reçue ne le prépare pas forcément à des missions aussi délicates. Tous les agents de sécurité doivent aujourd'hui avoir un diplôme. Et pour ça, il leur faut suivre des cours, comme dans ce centre spécialisé de la banlieue parisienne. Dans chaque session, une dizaine de prétendants au poste de vigile. Parmi eux ce jour-là, Jean-Claude, un ancien informaticien, chômeur en fin de droit. C'est un peu marrant, quoi, parce qu'on retourne un peu à l'école, les consignes, les machins, ce qu'on a le droit de faire, pas faire dans le centre. Pour devenir un vigile professionnel, la formation est avant tout théorique, avec notamment des cours de droit. Ça devient de plus en plus réglementé. Donc ici, nous, on vous considère comme des professionnels. L'école réserve également quelques heures de travaux pratiques, comme apprendre à se servir d'un extincteur. Mais il n'y a pas de formation physique pour apprendre à gérer les conflits. Ici, la majorité des élèves a plus de 40 ans. Quasiment tous sont au chômage. Pour eux, vigile n'est pas vraiment une vocation, seulement un métier qui embauche. Il y a beaucoup de demandes aussi dans la sécurité, c'est exponentiel au niveau des offres d'emploi, n'importe quel magazine gratuit, vous allez avoir 3-4 pages de recrutement d'agents de sécurité quand même. Un métier visiblement facile à apprendre et qui recrute, c'est également une aubaine pour Joël, un ancien boulanger dont l'entreprise a fermé. C'est un métier qui me plaît et bon, faut avoir l'œil, j'ai l'œil en plus, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je me vois bien là-dedans. Joël, Jean-Claude et les autres ont maintenant 10 jours pour tout apprendre de leur future profession. Car à la fin de la formation de vigile, un examen les attend. 2 semaines plus tard, dans le centre d'apprentissage, le grand jour est arrivé pour les élèves. Ce matin, ils passent l'examen final. Le 8, c'est Joël. Devenir vigile, cela se passe comme pour le code de la route. Les élèves doivent répondre à un test de connaissances à l'aide de cette télécommande jaune, sous la surveillance de professeurs indépendants. Je suis responsable sécurité au siège du groupe La Poste. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de piège, d'accord? Et puis, voilà, faites au mieux pour la partie théorique. Pour chaque question, les vigiles ont 90 secondes, le temps de bien mûrir leurs réflexions. Exemple d'une question sans piège, quelles sont les valeurs d'un bon vigile? Les examinateurs leur proposent au choix la ponctualité, l'agressivité, la passivité ou l'émotivité. Pour réussir l'épreuve, il suffit de répondre correctement à la moitié de ces questions. Mais après l'écrit, il y a encore la pratique.
un petit jeu de rôle concocté par les profs. Dans un hôpital virtuel, un vigile, Joël, s'occupe du poste de sécurité. Allô, Rondier? Pendant qu'un autre part en ronde avec un professeur. Les deux élèves doivent réagir devant des événements imprévus. Comme ici, Alors voilà. une flaque d'eau au sol, à côté de l'armoire électrique. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau partout? Non, il n'y a pas partout. Cette eau au sol, le candidat ne sait pas trop quoi en faire. Pas aveugle. Je vois où est-ce qu'il y a de l'eau ou pas. Je coupe le courant. D'accord, alors vous allez peut-être informer votre collègue quand même. Et au PC, ce n'est pas franchement mieux. PC pour Rondier. Joël, l'ancien boulanger, est visiblement stressé. Oui, mais pour l'instant, le plus urgent, c'est que je vais prévenir la Société de la Garde pour la fuite d'eau. Ah, s'il te plaît. Alors tu ne bouges pas, t'attends qu'ils arrivent. Ok, c'est bon, on fait un exercice. C'est bon. Ça va, c'est bien. Ok, donc réactivité, c'est bon, c'est bon. C'est bien. Cool. On vous a senti très concentré. Très concentré, mais un peu nerveux beaucoup. Voilà. Pas nerveux, mais angoissé. Ça, Un peu. vous le savez déjà. Mais ça, je le sais, mais bon, bah, c'est parce que j'ai peur de ne pas l'avoir, c'est tout. Et à 52 ans, c'est mon seul but de sortir. Voilà. Allez, merci. Joël est inquiet. Il n'est peut-être pas apparu assez professionnel. Il redoute le verdict du jury. Bon, messieurs. Il y en a qui pensent qu'ils ont emmerdé ou pas? Hein? Pour être honnête. Bon, allez, l'ensemble du groupe est donc certifié CQP, APS et félicitations à tous. D'accord? Le taux de réussite pour ce type d'examen dépasse en moyenne les 90%. Et à peine le diplôme en poche, si leur casier est vierge, ces stagiaires recevront une carte professionnelle pour exercer. Ils ont tous un potentiel pour travailler relativement vite. D'ici 4, 5, 6 mois, ils vont travailler. 4, 5, 6 semaines. Normalement, beaucoup plus tôt que ça. Si, voilà. Ainsi, après seulement quelques cours basiques, ces nouveaux vigiles pourront assurer des missions de sécurité parfois très exigeantes, pour une moyenne de 1 500 € bruts par mois. Certains seront même affectés dans des lieux sensibles où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. En périphérie de Strasbourg, au milieu de ces immeubles, est installé un laboratoire du CNRS et surtout son réacteur nucléaire. Celui-ci est désactivé, mais il reste dangereux. L'installation est d'ailleurs toujours répertoriée par l'Agence publique de sûreté nucléaire. L'endroit est classé zone à risque. Il doit être placé sous surveillance continue. Ça va. Cet homme a longtemps travaillé près de ce réacteur strasbourgeois et il assure que la sécurité du lieu laisse à désirer. Je vais vous montrer, il n'y a pas de problème, on peut rentrer, on peut faire ce qu'on veut. Cet homme a travaillé ici plusieurs années et il dénonce le manque de surveillance d'un site, selon lui trop facilement accessible. Là, il y a un gardien, voilà. Voilà, et vous rentrez, parce qu'il fait attention à personne. La sécurité est bien entre les mains de ce surveillant, mais il ne contrôle aucun véhicule. N'importe qui peut donc entrer sans le moindre problème. Là, vous avez passé le poste de garde. Et vous avez le réacteur devant vous avec la grande cheminée. Sans le moindre contrôle, il est très facile de se rapprocher du réacteur nucléaire. C'est-à-dire que c'était pas pour faire du courant électrique, c'était pour faire de l'irradiation d'animaux ou des sources radioactives pour l'hôpital civil. Aujourd'hui, le réacteur a été fermé, mais pas démantelé. Si une personne entrait à l'intérieur, elle pourrait, selon ce témoin, s'emparer de produits sensibles. Ce qu'on peut faire, c'est prendre des matériaux radioactifs et les mettre, je sais pas, dans un grand magasin ou n'importe où, et puis ça irradie les gens, quoi. Ça peut foutre la merde. Il suffit donc de franchir ce simple grillage pour mettre la main sur des éléments dangereux. Et pourtant ici, les vigiles ne semblent pas très attentifs. Même au bout de 10 minutes sur place, personne ne nous a posé une question. Non. Non, maintenant si vous voulez, je viens faire sauter le réacteur. C'est que les corbeaux qui répondent. La direction de l'université de Strasbourg, dont dépend le réacteur, affirme que le site serait propre.
Toutefois, elle n'a pas souhaité nous fournir de documents permettant de confirmer cette information. Même dans les lieux à risque, on peut donc très facilement prendre les vigiles à défaut. C'est que parmi ces hommes, il n'y a pas seulement des surveillants rapidement formés, il y a aussi des vigiles pas formés du tout et en infraction totale avec la loi. À Cannes, le festival du film, une période stratégique. Stars, journalistes, badauds, les marches du palais attirent des milliers de visiteurs. Et pour surveiller tout ce beau monde, la Croisette est très sécurisée. En plus des dizaines de policiers, les organisateurs emploient des centaines de vigiles. En costume chic avec des oreillettes, ils représentent l'élite de la profession. La crème des vigiles, contre qui pourtant, une opération d'envergure est en train de se préparer. Bon, votre équipe est tout complet? On est tous là, voilà. Ah, mais ils sont là, d'accord, comme ça on y va, on fait le contrôle, les trois équipes en même temps. Le procureur de Grasse a rassemblé policiers et inspecteurs du travail. Leur mission, contrôler tous les agents de sécurité présents aux abords du Palais des Festivals. L'action a même reçu un nom de film d'espionnage, Opération Diamant. Qui est la surprise, c'est la condition sine qua non d'un bon résultat. Et sur les tapis rouges du plus grand festival de cinéma au monde, les inspecteurs vont effectivement aller de surprise en surprise. Vous avez votre carte professionnelle? Sur moi, là. Votre carte professionnelle, vous ne pouvez pas me la présenter. Oui, je vais la laisser chercher dans. Vous avez une carte professionnelle? Je l'ai pas sur moi, donc Visiblement, peu de surveillants disposent de leurs papiers officiels. Pourtant, selon la loi, un agent de sécurité doit toujours porter cette carte sur lui. Vous encourez une peine de 1 500 € d'amende pour ne pas avoir présenté lors du contrôle votre carte professionnelle. C'est que sans ce document, rien ne prouve que les vigiles ont suivi une formation, ni même qu'ils connaissent quoi que ce soit à la sécurité. Il y en a combien qui sont conformes à la loi pour l'instant? Pas beaucoup, d'après ce que j'ai compris. D'après, il n'y en aurait quasiment aucun. Même au prestigieux Festival de Cannes, aucun vigile n'est donc en règle. Aucun n'est capable de prouver qu'il a bien suivi la rapide formation. Au final, monsieur le procureur aura dressé 3 PV aux entreprises employant ses agents. Et les contrôleurs ce jour-là ne sont pas au bout de leur surprise. Certains des surveillants ne savent même pas pour qui ils travaillent. Cherche le numéro de téléphone. J'ai accepté un extra pour je suis venu en vitesse. Alors là, c'est... Oui, là, on n'a pas grand-chose comme document, on n'a quasiment rien. C'est en train de vérifier. Ce gardien doit donc chercher dans des papiers pour finalement trouver le nom de son patron. PSI, oui. Ça veut dire quelque chose. Il a réussi à trouver ce que voulait dire PSI, mais c'est à peu près tout. Si ce vigile ne sait pas qui l'emploie, c'est que dans la sécurité, le travail est souvent effectué par des dizaines de sous-traitants. Un système justement conçu pour que ces inspecteurs s'y perdent. Ça fait beaucoup d'entreprises. Beaucoup. Voilà, c'est la sous-traitance en cascade. C'est-à-dire que je sous-traite et il sous-traite et ainsi de suite. On vend au client 20 € de l'heure, on sous-traite à 15, celui qui sous-traite à 15 peut-être va sous-traiter à 12. On a vu des entreprises qui étaient jusqu'à 10 €, et donc ils pouvaient à peine payer le salaire, même pas les charges. Pour décrocher les marchés, les entreprises de sécurité cassent donc toujours plus les prix. Et pour recruter des salariés acceptant de travailler pour si peu cher, elles ont trouvé une combine. Exploiter des hommes dont les patrons savent bien qu'ils n'iront pas se plaindre à la police. En banlieue parisienne, dans cette zone commerciale, Paul est un vigile comme les autres. Il passe sa journée à surveiller ce magasin de bricolage discount. Pourtant, Paul n'a rien à faire là. Il n'a pas de formation à la sécurité. Plus délicat encore, il est clandestin, sans papier. Il y en a beaucoup de gars comme toi? Comme ça? Ouais. À travailler dans la sécu? Ouais, ça va. Mais nous, de toute façon, on est là, on ne dérange personne. Ouais, juste de travailler, c'est tout. Pas de papier, pas de carte professionnelle. Et pourtant, depuis 9 ans qu'il est arrivé en France, Paul travaille sans arrêt comme vigile.
Il lui arrive même, le soir, d'enchaîner avec un emploi de videur de boîte de nuit. C'est pas trop dur au niveau du rythme? Ouais, des fois c'est fatigant, hein, mais on fait avec et puis voilà. Il faut avoir la pêche. En fait, ces jobs, Paul les a décrochés grâce à un ami. Un vrai vigile, en règle, qui lui prête ses papiers à chaque fois qu'il postule à un emploi de surveillant. On peut ramener les 4 professionnels à quelqu'un et puis voilà. Tu parles là-bas, tu vas te présenter au nom de ces personnes. Le patron, à ce moment-là, il vérifie que le nom correspond bien avec la carte d'identité ou comment ça se passe? Non, mais le problème, c'est pas les noms. Le problème, c'est voilà, si vous ressemblez. Le visage. S'il n'y a pas de ressemblage, et puis ça va cramer rapidement. Ouais. Sans diplôme et même sans papier, il serait donc très facile d'être employé comme vigile. En recherche permanente de nouveaux bras, les entreprises de sécurité ne sont pas très regardantes. Pour s'en rendre compte, nous avons fait comme Paul. Nous avons emprunté les papiers d'un vigile en règle, son diplôme, sa carte professionnelle et son titre de séjour, et nous les avons photocopiés. Avec ces copies de mauvaise qualité, un de nos journalistes s'est présenté dans plusieurs entreprises de sécurité, en quête d'un poste de vigile. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir si vous pouvez me recevoir ou... Oui, c'est bon. Très vite, un employeur potentiel semble intéressé, mais le recruteur veut d'abord voir les papiers et le diplôme. Nous lui présentons les fameuses copies. C'est des photocopies ça? Oui, c'est tout. L'absence d'originaux ne semble pas le déranger. Et d'ailleurs, il ne cherche pas à savoir si la photo, sur la carte, correspond bien au candidat. En fait, dans ces documents, la seule chose qu'il va regarder est une compétence du postulant, une denrée rare. Vous pouvez faire aussi... vous êtes maître chien aussi? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Bon, on risque d'avoir des... Pour maître chien, par contre, on peut faire quelque chose pour maître chien. Les papiers sont déjà oubliés, le recruteur est emballé, il passe même tout de suite un coup de fil à l'un de ses collègues pour organiser une embauche. J'ai un bon candidat ici devant moi et il cherche du travail en urgence. C'est en maître chien en même temps. Il a un bon gabarit et la carte pro, tout, il est tout. Son numéro de téléphone et tu le rappelles. Avec des copies grossières de papier, notre complice aura donc réussi à décrocher un emploi de vigile en seulement quelques minutes. On lui propose de commencer le soir même pour 9 € de l'heure. Entre ces entreprises aux pratiques douteuses, ces vigiles mal préparés et qui peuvent devenir violents, ou ces agents sans diplôme, sans papier et mal payés, le tableau de la sécurité en France est plutôt sombre. Du coup, pour échapper à ces difficultés, certains ont décidé de se battre, de devenir des vigiles de luxe qu'on s'arrache dans le monde entier. Marseille, à quelques pas du Vieux-Port, comme chaque après-midi, Samy Idri rejoint sa salle de gym pour 2 heures de sport plutôt musclé. Samy est videur de boîte de nuit depuis l'âge de 18 ans et ces derniers temps, il s'est remis à la musculation intensive. Samy, il faut avoir des gros muscles pour être agent de sécurité ou pas? Gros muscles, non, pas forcément. Mais après, voilà, ça reste une question d'aperçu. Certes, même si ça veut rien dire, malheureusement. Voilà, il faut être dissuasif, exactement. Samy veut devenir un vigile de première catégorie. Et pour ça, les muscles, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir les utiliser, apprendre à se défendre, mais avec mesure. Crochet gauche, si le mec il veut rentrer ou quoi, tu es là, 1, 2, 3. Okay. Et s'il revient, la droite. Un cours spécialement adapté au métier de videur de boîte. Il faut savoir que c'est interdit de se battre, donc c'est uniquement pour sa légitime défense parce que c'est un boulot dangereux. Et que les mecs derrière, par la suite, peuvent l'agresser, donc je veux qu'ils sachent quoi faire. Pour réussir, Samy devra retenir ses points et muscler son cerveau. Le bon videur, c'est celui qui sait se battre, mais qui se bat le moins. Ça, c'est le meilleur. Ouais. Samy s'entraîne avec beaucoup d'attention, car la chance de sa vie l'attend. Une opportunité de rêve au pays où les vigiles peuvent devenir des rois. Okay. À Miami. Avec son soleil,
ses belles plages et ses jolies filles, la ville attire des touristes du monde entier. Ces nuits sont réputées sur toute la planète et ici, les portiers de boîtes peuvent avoir la belle vie. My friend, what's up? Good? How are you? Good? Certains des amis de Samy, comme Stéphane, un autre Français, gagnent des fortunes en travaillant en discothèque. Steph, bien dormi? Tranquille? Ouais, tranquille. Ouais? Ah, on est bien. Pour une petite nuit sympathique, là, soleil, on va se faire le jet ski, là, on va aller jusqu'au bateau. Stéphane vit aux États-Unis depuis 12 ans. Il est payé 10 000 $ par mois pour être portier. Un joli montant, le rêve de Samy. Mais pour en arriver là, le Marseillais va devoir réussir son examen de passage. Ce soir, il joue gros. Il doit protéger une soirée importante. Et pression supplémentaire pour le Marseillais. Cette nuit, c'est l'inauguration de la boîte où va travailler Samy. 6 mois, je fais pas mes preuves à l'entrée, je fais rentrer une mauvaise clientèle, je gère mal mon entrée. Donc je vais jouer sur la réputation de la boîte. Et après, ta réputation fait que t'as pas été à la hauteur et tu peux travailler nulle part après. Le jeune videur va passer sa soirée ici, devant le choc. Le propriétaire, en veste de cuir noir, est français lui aussi. Pour cette première, le patron est un peu tendu, notamment pour la sécurité. Ils sont tous en stress, il manque des gars de la sécurité, il y a les tables qui ne sont pas encore bien mises, donc voilà. À Miami comme ailleurs, pour qu'une soirée soit réussie, il faut des jolies filles et pas d'embrouille. Autant dire que le succès va reposer sur les épaules de Samy. Placé à la porte, il doit trier les fêtards. Et pour ça, son patron a des consignes très précises. Vous serrez tout le monde, les belles et les salmons, vous les tordez. Ça va. Pour réussir sa soirée, Samy sera donc très strict à la porte, en particulier avec ses dames. Pour le Marseillais, cette cliente, par exemple, ne correspond pas aux critères de la maison. Moi, je fais pas rentrer, moi, ça. Et c'est là qu'en plus des muscles, Samy va devoir jouer de toute sa diplomatie. Aux États-Unis, il est interdit de refuser l'entrée d'une boîte sur des critères physiques. Alors pour reconduire cette fêtarde avec tact, Samy va mentir et lui demander beaucoup d'argent. Pour vous, l'entrée, c'est au moins 2 bouteilles. 2 bouteilles? Ouais, 2 bouteilles. Et je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir si ça vaut le coup? Ah non, ça, c'est pas possible. 2 bouteilles obligatoires, ça donne un ticket d'entrée à 800 $. Avec une telle proposition, la fêtarde n'insistera pas. À l'intérieur, le club est presque au complet et la clientèle est séduisante, comme le voulait le patron. Une belle ouverture qui devrait faire la réputation de la boîte. Pour sa première américaine, Samy a réussi son pari. Il y a quelques petites imperfections au niveau de la sécurité, au niveau des emplacements des gars, des videurs, quelques imperfections au niveau de la luminosité. Donc on n'est pas à 100%, mais on est proche. Et je pense que d'ici 2-3 semaines, ça va être un des clubs dans les 3 premiers clubs de Miami. Après cette belle soirée d'inauguration, le patron a promis une sérieuse récompense à Samy. Un poste permanent à l'entrée pour 10 000 $ par mois. C'est presque 7 fois son salaire marseillais. En misant sur la sécurité haut de gamme à Miami, Samy a donc réussi à échapper au sombre quotidien des vigiles français. Mais pour rejoindre ce cercle des vigiles qui réussissent, d'autres préfèrent miser sur des spécialités encore plus extrêmes. Dans le centre de Paris, Bernard Cornet se garde bien de montrer ses muscles. Ce garde du corps fait partie de l'élite de la profession. Il protège en toute discrétion un businessman. L'homme a des affaires dans des pays à risque comme l'Irak. Il a déjà reçu des menaces. Sa compagnie d'assurance lui a demandé de prendre une escorte en permanence, même en France. Je vous demanderai simplement de prendre ma valise, dans la valise, à l'arrière. Bernard ne va pas le lâcher d'une semelle.
Son travail est bien différent du vigile de base. D'abord, lui doit rester très discret. On n'existe pas surtout. On voit où est-ce qu'ils sont placés. S'il a besoin de moi, il fait un signe et je le vois. Et dans ces cas-là, je reste sur un périmètre très large. Et contrairement à ses collègues vigiles, Bernard n'a pas trop à se dépenser. Confortablement installé dans ce fauteuil, il doit juste garder un œil sur son client. Vers 13 h, un peu d'exercice. L'homme d'affaires a décidé d'aller déjeuner avec un client à pied sur les Champs-Élysées. Il faut marcher plusieurs centaines de mètres sur les pas du chef d'entreprise. Bernard joue les simples promeneurs. Oui, toujours, parce que c'est pas la peine que tout le monde voie et que les sécurités rapprochées. Bernard est un vigile de luxe avec des petites attentions haut de gamme. Au passage piéton, Bernard se transforme en nounou et aide son client à traverser. Il le protège également d'une voiture. Pour cette journée passée à attendre dans des hôtels de luxe et des restaurants chics, Bernard sera payé 300 €, 4 fois plus que les vigiles classiques. Une jolie somme qui commence à faire des envieux. Aujourd'hui, ces agents de sécurité haut de gamme voient arriver une nouvelle concurrence. Des policiers qui, sur leur temps libre, jouent eux aussi les gardes du corps. À Cannes en été, des dizaines de touristes fortunés débarquent sur la Croisette, des VIP qui entendent passer des vacances tranquilles sous haute protection. Une clientèle de rêve pour des réseaux spécialisés de sécurité qui prospèrent dans les discrets palaces de la Riviera. Ça va ? Cet homme dirige une entreprise de protection rapprochée réputée. Ses clients, des stars américaines ou des émirs. Il faut dire que pour la sécurité, notre interlocuteur a des arguments solides. Vous avez des contacts avec des gens qu'on pourrait faire travailler ? On a des policiers qui ont pris leur métier pour la sécurité. L'homme sans aucune gêne nous propose le service de policier employé au noir. Et en fonction des besoins de la personnalité, il dispose même d'un catalogue très varié. Si je vais avoir mon téléphone, je dois avoir au bas mot une cinquantaine de policiers que je peux contacter. Et j'ai tous les corps. J'ai aussi bien les STUC que la BRI, que la BAC. Les fonctionnaires de police n'ont pas le droit de faire de sécurité privée, même sur leur temps libre. Mais pour notre contact, cette entorse à la loi ne devrait pas poser de problème. Comment voulez-vous qu'un inspecteur du fisc ou de la direction du travail, voire même un policier de l'IGPN, parce que c'est la police des polices, puisse aller vérifier qu'un type est en train de bosser sur un yacht amarré dans la baie de Cannes en plein festival, alors qu'il y en a 350 des yachts. Chaque été, des dizaines de policiers travailleraient donc au noir. Ils remplacent des vigiles car ils disposent d'un atout considérable par rapport aux surveillants. Eux ne sont pas seulement armés de diplomatie. En fait, certains policiers n'hésiteraient pas à utiliser leur arme de service pour décrocher ces emplois clandestins. Pour s'en rendre compte, nous avons demandé à notre intermédiaire de nous faire rencontrer un de ces fonctionnaires de police. L'homme a visiblement envie de travailler. Il nous déroule un long CV de flic de terrain. Moi, j'ai un parcours à la baguette criminelle depuis quelques années, et à la BRI, et maintenant je suis dans la formation. Je forme les policiers. D'accord. Ce fonctionnaire expérimenté vend sa protection 500 € par jour en liquide. C'est cher, mais à ce tarif-là, il n'hésite pas à mettre en avant un atout considérable qu'aucun vigile n'aura jamais. C'est bon ? Bon. Vous pouvez aller. D'accord. Un Six Hour, l'arme de service des policiers français. Voilà. Mais... si je dois le prendre, je le prends. Moi, j'ai une habilitation, j'en parle sur tout le territoire national, ça ne me dérange pas. D'accord, ok. Il n'y a que les frontières, mais je ne peux pas franchir. D'accord. Pour le policier, cette démarche est totalement naturelle. D'ailleurs, il dit avoir l'habitude d'effectuer ce genre de mission avec son arme de service. En France, chaque année, des centaines de policiers s'assuraient ainsi des petits bonus de salaire. Une concurrence armée et sérieuse pour les vigiles de luxe comme Bernard. Certains de ses clients fortunés lui ont déjà préféré des policiers clandestins. Alors le garde du corps a décidé de se spécialiser. Désormais, il voudrait accompagner des clients dans des pays sensibles ou en guerre. Un nouveau métier qui s'apprend à plusieurs centaines de kilomètres de la France, en Russie.
Balakny, à 450 km à l'est de Moscou. À l'époque de l'URSS, la ville était une place forte militaire. Mais depuis, beaucoup de casernes ont été fermées, comme cette base aérienne, aujourd'hui rouillée. Pourtant, il reste un lieu où la guerre est encore célébrée. Une entreprise privée de formation a racheté des baraquements pour y installer une école d'un nouveau genre. Ici, les vigiles français viennent apprendre à jouer avec le feu. Bernard a fait le déplacement et il ne va pas être déçu, car dès les premières minutes, l'ambiance militaire est bien respectée. Ok, section, garde haut. Attention, drapeau, envoyé. Les deux instructeurs russes ont servi quelques années dans la Légion étrangère française et ils en ont gardé des habitudes. À mon commandement, repos. Ok, bienvenue à terre Russie. Stage maintenant commencé. Fini vacances, d'accord? C'est pas de vacances ici. Toujours travailler et travailler bien. Ok, derrière moi, petit footing. Pendant un mois, ces stagiaires français vont être soumis à rude épreuve. À tout de suite, regardez secteur, regardez ennemi. Il est où ennemi? Tous sont venus pour utiliser des armes. Mais avant, il va falloir suer un peu afin de maîtriser les techniques d'un bon garde du corps. Casque lourd, gilet pare-balles, kalachnikov. La mise en condition est digne de l'armée. Le formateur est un vétéran des guerres de Tchétchénie. À l'époque, il était spécialiste du combat corps à corps. Votre cerveau, maintenant mon cerveau, d'accord? Je prenais votre cerveau et posais dans mon armoire. À clé perdu, putain. Vas-y, 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 grenade! Au total, pour cette formation, avec Bernard, ils sont 10 élèves. La majorité sont d'anciens militaires comme Vincent, un ex-gendarme, mais certains ont un parcours plus surprenant. C'est le cas de Manuel, un postier du Var, qui aimerait se reconvertir. Tous ont payé 5 500 € le stage. En dépensant une telle somme, ils espèrent pouvoir ensuite décrocher des missions très bien payées. Des emplois d'agents de sécurité pour protéger des entrepreneurs dans des pays étrangers dangereux. Mais pour ça, il faut arriver à maîtriser un outil, les armes à feu. Car ici, la législation sur ces armes est beaucoup plus souple que chez nous. Le lendemain, les stagiaires sont fébriles. C'est leur tout premier cours de Kalachnikov. Sécurité, et vous couchez. Hop. Ce matin, les stagiaires vont tirer à balles réelles, une initiation impossible en France pour des civils. Ok. Oh, en France, c'est strict sur les stands de tir, et ici, bon, moins. S'il y a un chasseur, dommage. Tant pis pour lui. Ok les gars, très attention. Cible à gauche. Ces tireurs amateurs vont pourtant devoir réussir un exercice particulièrement délicat. Ils doivent mimer une intervention sous un feu adverse. Ils doivent arriver à se protéger mutuellement pour ne jamais cesser les tirs. Premier sur les rangs, Vincent, l'ancien gendarme, et Sébastien, un ex-légionnaire. Pour eux, pas de problème, les armes ils connaissent. Signalons-le, saute. Ça, c'est un groupe. Ça, voilà. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais pour certains, c'est la première fois qu'ils tirent. Du coup, à certains moments, on frôle l'accident. Ici, le plus grand des deux tireurs va commettre une erreur, une petite bêtise qui aurait pu être fatale. En faisant le tour de son collègue, à cet instant, il ne baisse pas son arme chargée de vraies balles. Il aurait pu tuer son partenaire. Ça, c'est quoi ce bordel? Et pourquoi, toi, petit mongol, tu fais le tour comme ça? Ah, il faut baisser l'arme. Ah non, Attends, j'ai pas compris, moi. Non, j'ai pas compris. Non, Regarde, ça, j'ai pas compris. Quand tu fais... Apprendre à maîtriser les armes de guerre nécessite donc un peu plus que quelques heures de formation. Et pourtant, ce jeune stagiaire se voit déjà en héros de la protection privée sous les bombes ennemies. Des entreprises, des journalistes, des sites sensibles, tout ce qu'il y a à protéger, je suis partant pour. Donc voilà, Afghanistan. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Irak, Afghanistan,
c'est là-bas que voilà, c'est mes terrains favoris. Ok. Voilà. Ouais. Si ces élèves rêvent de partir sur les terrains de guerre, c'est que là-bas, les vigiles sont particulièrement bien lotis. Jusqu'à 1 500 € par jour pour de la protection rapprochée à Bagdad. Mais avant d'en arriver là, les stagiaires ont encore un long apprentissage. Et surtout, ils vont devoir réussir leur examen de passage. 3 semaines plus tard, la journée est cruciale pour les apprentis gardes du corps. Aujourd'hui, ils doivent valider leur formation. Chef des missions. Maintenant, très un jour important. Parce que ça, c'est petit examen pour vous. Comme dans leur métier rêvé, les 10 Français vont devoir escorter à travers une zone hostile un VIP installé dans ce blindé. Pour l'examen final, Bernard joue le rôle de la personne à protéger. On a un rendez-vous précis dans une localité. On doit passer différents points. On sait que sur le chemin, on va être prêt à partir par différentes factions. Et leur boulot, c'est de faire en sorte que moi j'arrive jusqu'au bout. On y va. Pour défendre Bernard, les gardes du corps s'installent un peu partout sur le char. Dans cette forêt, le terrain dangereux à traverser, le capitaine russe a posté des soldats d'une école militaire locale. Ils vont tendre l'embuscade aux Français. Cette fois-ci, pas de balles réelles. Pour l'exercice, les stagiaires utilisent un équipement de paintball. Ok, équipe reconnaissance, travail. Attention les gars, ici embuscade. En tête du convoi, Vincent. L'ancien gendarme, comme tous les élèves, prend l'exercice très à cœur. Au bout, il y a la validation de son stage. Chef de groupe de Alpha, on a vu un pont sur la droite, nous allons le reconnaître. Sur le chemin, les hommes ont repéré un sac plastique. Dans cet exercice, tout objet paraît suspect. Possibilité que ce soit une mine, j'envoie mon binôme en reconnaissance. Et la vigilance des Français va finir par payer 300 mètres plus loin. Chef de groupe, faites recul, nous avons un visu sur l'individu, on peut plus tenir. Derrière un talus, Vincent repère un individu dissimulé. À environ 20 mètres à gauche de la piste. Envoyez l'assaut, nous on continue. Pour protéger leur VIP, les gardes du corps attaquent les hommes embusqués. Des sous-bois, des dizaines de coups partent. Mais le blindé et sa précieuse cargaison réussissent à fuir au milieu des explosions. Qu'importe le bruit de la guerre, la personne protégée est indemne. Les assaillants russes se replient. Victoire française. Oh, pas de chance. Toi. Ah, équipe reconnaissance, fini. Les rangs des gardes du corps comptent 3 morts factices. Mais le formateur russe est tout de même satisfait. Ça, très content. C'est bien. Vous partez, vous commencez, c'est nickel. Vous trouvez embuscade, ça va. Seule critique faite aux agents de sécurité, leur envie d'en découdre alors que leurs clients avaient déjà pris la fuite. Vous pas combattant, d'accord? Vous pas soldat, vous protectionnez. Vous dégagez tout de suite et c'est tout. Vous tirez partout, et vous dégagez votre couverture, et vous dégagez. Il y a encore du travail, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a encore du taf. Et il n'y a rien d'acquis encore. Avant de partir, les stagiaires français ont tenu à saluer leurs ennemis russes. Les maîtres de l'embuscade n'étaient que des adolescents, des cadets de l'armée âgés de 14 ans. Ce coûteux stage russe pour vigile de luxe n'a pas encore tenu toutes ses promesses. Plusieurs mois après cette formation, la plupart des stagiaires n'ont pas réussi à quitter la France. Seul Bernard a accompli son rêve. Le surveillant d'élite enchaîne les missions à l'étranger. Il est un des rares vigiles à être parvenu à fuir le sombre paysage de la sécurité privée française.